70% des prédiabétiques deviennent diabétiques dans les 10 ans. En gros, 15% par an. Et les chiffres mondiaux sont assez inquiétants. Par exemple, aux États-Unis, il y a à peu près 87 millions de prédiabétiques, donc un adulte sur 3. En Chine, il y a 493 millions de prédiabétiques, donc un adulte sur 2. C'est une épidémie silencieuse. L'OMS la considère comme ça, en dehors de tout contrôle. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, ça veut dire à votre santé, mais je sais que vous allez déjà mieux puisque le docteur Alouche est là ce matin. Il faut que je donne un prénom, le docteur Réginal Alouche. Comment ça va, Doc ? Écoutez, ça va très bien. Très bien. On est tellement content de vous voir qu'on vous a même pas allumé votre micro. C'est parce que vous avez la voix qui porte, en fait. C'est pour ça. Bien, docteur Alouche, le retour, toujours ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et vous publiez la nouvelle méthode anti-diabète, comment limiter ou stopper les risques chez Flammarion. C'est une méthode en 8 semaines dont on va parler ce matin. Et nous allons donc commencer par le commencement. C'est-à-dire, vous allez réciter Dante pour nous, docteur Alouche. Ah oui, et je me réveillais dans une sylve obscure, car le chemin droit était perdu. Et qu'est-ce qu'il est arrivé au chemin droit en fait, c'est pourquoi je cite ces 2 vers de Dante, les 2 premiers vers de la Divine Comédie de Dante Alighieri, c'est qu'en fait, souvent dans la vie, on se réveille un jour et on a l'impression d'être complètement perdu. Et vous savez qu'il était... il avait une narcolepsie, Dante. Et donc, il était il était assez dépressif. C'est un type qui pouvait dormir dans la journée, la tête, vous savez, ces gens qui ont la tête qui pique, ouais. Il avait une dépression profonde. Et en fait, c'est dans ce premier chapitre qu'est l'enfer, parce que c'est avec la Divine Comédie, c'est l'enfer, le purgatoire, le paradis. Et en fait, il explique comment un jour on peut se réveiller dans une sylve. Une sylve, c'est une forêt obscure, parce que le chemin droit était perdu. Et en fait, toute notre vie, on cherche ce chemin droit. Et parfois, on a des moments dans notre vie où on se réveille et on est dans la sylve profonde, dans cette espèce de forêt qu'on ne connaît pas. Et alors, pourquoi je pris ce vers ? Parce que souvent, quand on a une maladie ou quand on annonce une maladie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la maladie, elle coupe les projets, elle rend la vie étrange, elle rend la vie un peu obscure. Et en fait, ce livre, je l'ai fait parce que le diabète, c'est une maladie qu'on peut éviter si on s'en occupe. Et donc, je suis sincère, c'est ne laissez pas le diabète rentrer, parce que quand il rentre, il s'installe et il commence à ronger l'organisme et il change votre avenir. Et par contre, la très très bonne nouvelle, c'est que vous pouvez éviter ça. L'autre très bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai fait cette nouvelle méthode, parce que je l'avais déjà publiée il y a 5 ans, c'est qu'il y a de nouveaux traitements qui marchent extrêmement bien et qu'aujourd'hui, on a changé de paradigme dans la médecine et dans le diabète. On est passé d'une certaine inertie thérapeutique, c'est-à-dire quelqu'un a un diabète, alors après on lui donne un médicament, et puis après le médicament au bout de 5 ans il marche plus très bien, on lui donne un 2e médicament, et puis après on lui donne un 3e médicament, et puis après on lui donne l'insuline qui est un peu le point final, parce que pour les gens c'est considéré comme un peu un point final dans le traitement, alors que là, maintenant on est dans l'intensification thérapeutique, c'est-à-dire dès qu'il pointe son nez, occupez-vous du diabète. Intensification thérapeutique. Oui. Ouais. Ça, c'est la nouveauté dans la prise en charge. En médecine, on tape très fort. Il vaut mieux taper très fort, avoir 1, 2, 3 médicaments tout de suite pour lui casser les reins, et ensuite faire ce qu'il faut, c'est-à-dire avoir une bonne diététique, faire un peu d'exercice, et à ce moment-là, on diminue, on en enlève 1, on en enlève 2. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout la même façon. Plutôt que d'avoir une logique crescendo de prise de médicaments, on en donne tout de suite et puis après on les enlève. On tape fort. Parce que le médicament, ça ne doit pas être à vie. Le médicament, c'est une arme de poing ou un canon d'artillerie qu'on prend tout de suite pour éviter le pire. Voilà. Et après, on le range dans son hangar parce qu'on n'en a plus besoin. C'est ça le médicament. Parce qu'on attaque souvent les labos. Mais si vous avez une maladie chronique, sauf si vous avez une maladie chronique. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est avoir un médicament qui soit le mieux toléré possible, parce que ne vous faites pas d'illusions, tout médicament efficace a des effets indésirables. Sinon, il n'est pas efficace. Voilà. Mais est-ce qu'il peut être efficace sur la durée ? C'était ça aussi. On s'était rendu compte que aussi beaucoup de traitements étaient de moins en moins efficaces, et donc après, il fallait passer à l'insuline. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, il y a des traitements qui sont assez bien tolérés, parce qu'il y a parfois des problèmes de tolérance, on en parlera tout à l'heure, et qui permettent justement d'avoir des traitements à long terme. Parce que quand le diabète est installé, on fera peut-être un rappel sur le diabète de type 2 et comment il s'installe. À ce moment-là, quand il est installé, il n'y a plus d'autre solution qu'avoir un traitement chronique à vie.
Vous citez Dante, docteur Alouche. Moi, je vais citer quelqu'un que vous connaissez bien, qui disait « Les affaires dont on ne s'occupe pas finissent toujours par s'occuper de vous ». Ah, et ça, vous citez aussi un des amis de mon père. Voilà, que je connais bien, et donc, voilà. Comme ça, c'est équilibré. Voilà, exactement. Chacun a sa citation. C'est vrai que ce soit dans les affaires, dans la vie familiale ou dans la médecine, tous les problèmes dont on ne s'occupe pas et les affaires dont on ne s'occupe pas finissent toujours par s'occuper de vous. Donc ne croyez pas les gens qui se disent « Oui, j'ai une glycémie un peu augmentée, mais c'est pas si grave ». Parce que de toute façon, cette glycémie augmentée, elle va continuer à augmenter jusqu'à atteindre le seuil fatidique des 1,26 grammes par litre, qui est le seuil du diabète installé. À 15 jours d'intervalle, il faut revérifier. Alors, il y a une équipe finlandaise qui a mis au point un questionnaire pour calculer les risques de devenir diabétique. Vous avez adapté ce formulaire dans votre livre. Pour tous ceux qui se demandent ce matin et qui nous écoutent s'ils ont des risques s'ils sont prédiabétiques ou diabétiques, ils peuvent remplir ce formulaire. Déjà, voilà. ce questionnaire, ça leur donne déjà une indication. Une indication sur le risque réel d'être prédiabétique ou diabétique. Je me suis inspiré effectivement de cette étude finlandaise qui remonte maintenant à plus de 15 ans et qui est aujourd'hui le référentiel pour beaucoup d'institutions, que ce soit la FDA américaine ou l'HAS française. Il y a une question à laquelle on n'arrive pas à répondre précisément, c'est quelle est la bonne quantité de sucre à manger par jour? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? En fait, je dirais qu'il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'étape de vie dans laquelle vous vivez. Si vous êtes un enfant, c'est une chaudière. Un enfant, un adolescent, c'est une chaudière. Il brûle, il bouge. Donc en fait, le sucre qu'il va consommer, il va le brûler. Ça, c'est le premier point. Mais quand même, il faut bien mesurer quelque chose. C'est qu'il va le brûler, mais si il est très habitué, dès l'enfance, à avoir des produits très sucrés au bout de la langue, il va avoir un référentiel sucré, du goût sucré, qui va être un référentiel assez élevé. Donc, en fait, ce qu'il faut essayer, c'est de lui donner du sucre, parce qu'il ne faut pas restreindre les enfants, ils sont en pleine croissance. Mais il faut les habituer à des choses peut-être pas trop sucrées. Et vous savez, c'est un message que je porte aussi, c'est que je ne comprends pas que dans notre pays, où on réglemente tout, on norme tout. On est obligé de porter des gants quand on fait de la moto, des gants homologués de telle dimension, sinon on enlève des points, vous voyez des trucs, machin. Mais alors, en ce qui concerne le taux de sucre qu'on peut mettre dans les bonbons des enfants, il n'y a pas une ligne. Pas une. Et donc, même caché quelque part, il n'y a pas des recommandations de l'OMS? Il y a les recommandations de l'OMS qui conseillent de ne pas prendre plus de 25 grammes. Ils ont même ramené ça à 10 grammes, je crois. 10 grammes, c'est 2 carrés de sucre. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est totalement impossible parce qu'aujourd'hui, une partie de notre alimentation est industrielle et que les industriels, pour des raisons de production et aussi de goût, mettent du sucre. Il n'y a pas de complot chez les industriels, il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas d'industriel qui veut empoisonner. Ça, c'est vraiment dans le délire. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. Que le sucre, c'est un très bon exhausteur de goût, ça couvre les acidités. Donc moi, je suis industriel, je mets du sucre. Donc le problème, si vous voulez, c'est cette balance, c'est-à-dire que le sucre, c'est un produit de luxe. Je rappelle qu'il y a 2 siècles, le sucre, c'était pas dans les distributeurs, chez les grands distributeurs. Le sucre, c'était une denrée. Rappelez-vous la reine Victoria qui mettait tellement de sucre dans son thé qu'elle n'avait plus de dents. Vous savez, elle avait tellement de caries, la reine Victoria. Elle avait un grand panache. On parle de la reine Elisabeth. Elle a vécu tard quand même aussi. Elle a vécu très tard, mais elle n'avait plus de dents. Tout simplement parce qu'elle buvait beaucoup de sucre dans son thé. Et le thé venait d'où? Il venait de Mogador, puisque Mogador était une colonie britannique. Mogador au Maroc. Oui, qui est maintenant Essaouira. Et à Essaouira, il y avait les caravanes qui amenaient le sucre des cannes qui venaient de l'Afrique subsaharienne et qui a fait la fortune de Mogador. Mogador, c'est une ville, Essaouira, c'est une ville absolument incroyable, que je recommande d'aller voir parce que c'est une ville où très bon spot de kite, d'ailleurs pour ceux qui aiment le kitesurf. Et donc en fait, très belle fortification faite par un élève de Vauban. Donc beaucoup de vent, beaucoup de vent. Donc c'est pas la Bretagne un peu. L'eau est froide, il y a beaucoup de vagues, il y a beaucoup de vent. Mais ça reste quand même un endroit où la lumière est incroyable. Voilà. Je le dis parce que c'est important. Parce que vous venez de signer un contrat avec l'Office du tourisme de Mogador et vous avez raison d'en parler, docteur Alouche. Non, c'est qu'il y a des pépites.
Il y a des pépites au Maroc, il y a des pépites en Algérie, il y a des pépites en Tunisie. Vous savez que j'ai un tropisme très fort pour ça. Donc voilà. Vous parlez énormément de prédiabète dans votre livre. Tout le monde ne parle pas d'ailleurs de ce stade de prédiabète. Oui. Pourquoi est-ce que vous tenez à insister pour qu'on appelle un chat un chat ? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que prédiabète, on n'est pas malade. Alors, puisque c'est avant. C'est avant. Il n'y a pas de symptômes. Mais la maladie a commencé à faire son travail. Il y a des publications qui sont très précises et qui montrent que dès le stade de prédiabète, il y a des atteintes des micro-vaisseaux. Vous savez que le diabète, en fait, quel est le problème du diabète, au fond ? Vous avez un diabète, pourquoi c'est embêtant ? C'est embêtant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a 2 grandes maladies qu'apporte le diabète. Le diabète, il ronge les routes, c'est-à-dire il ronge les vaisseaux. Les gros vaisseaux, ça s'appelle la macro-angiopathie. Gros vaisseau, macro, angio-vaisseau-pathie maladie. Voilà, il attaque les gros vaisseaux. D'ailleurs, il y a 40 ans, on ne voyait pas de diabétiques de type 2 de plus de 65 ans parce qu'ils mouraient tous d'infarctus. Donc ça attaque les gros vaisseaux, des vaisseaux cardiaques, les grosses artères, l'artère rénale, l'aorte et ainsi de suite. Ça les rigidifie, ça les rend inflammatoires et ça met des plaques d'athérosclérose sur la paroi. Ça, c'est la macro. Et puis, il y a la micro-angiopathie. La micro-angiopathie, micro, petit, angio, vaisseau, hépatie, maladie. Et quels sont les petits vaisseaux ? C'est les petits vaisseaux qui vont alimenter les nerfs. Donc, on ne sent plus les bouts de doigts, les bouts d'orteils. C'est pour ça que c'est une des causes d'amputation non traumatique. Les yeux, la cécité, c'est la première cause de cécité non traumatique également. Ça attaque donc neuropathie, les nerfs, les yeux et surtout le rein. Le rein, parce que dans le rein, vous avez des millions de petits néphrons qui filtrent le sang pour faire l'urine. Et quand ces néphrons sont attaqués, eh bien à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Le diabète est la première cause de l'insuffisance rénale. Tout ça, il faut du temps. Et en fait, pourquoi j'écris tout ça ? Pourquoi je fais tout ça ? Parce que moi, je suis médecin. Moi, je veux pas que les gens tombent malades. Voilà. Je veux pas soigner... C'est de la prévention, vous, en fait. Soigner les malades, c'est mon métier. Mais je veux plus qu'ils tombent malades. Surtout quand c'est possible. Vous comprenez ? Donc, c'est pour ça que dès que la maladie, elle pointe son nez, faites quelque chose. Ne laissez pas la maladie s'installer. Ça, c'est mon métier aussi, pour que les gens aient une vie agréable. Parce que ça sert à quoi de vivre jusqu'à 100 ans si à partir de 55 ans, on a un diabète qui vous rend aveugle ? À quoi ça sert ? Donc, il faut vraiment, vraiment que les gens... Et il n'y a pas d'argent pour la prévention. Pourquoi ? Parce qu'on a un système de santé qui est bien en France, puisqu'on ne paye rien. C'est bien simple, on ne paye rien. Mais à force de rien payer, on ne peut plus faire l'amont, c'est-à-dire la prévention. La prévention, ça coûte 40 fois moins cher. Mais pour faire la prévention, qui va la faire ? Les médecins, il n'y en a plus. Et quand il y en a, ils ont tellement de trucs, il y a des listes d'attente. Voilà. Les infirmiers, il n'y en a plus. L'infirmière, il n'y en a plus. Comment on va faire ? Donc la prévention, c'est vraiment chacun, ceux qui nous écoutent, et merci de me donner la parole, c'est à eux de se dire, j'ai ça, j'ai écouté une émission, je vais faire ce qu'il faut. Et c'est très simple pour le diabète, faire ce qu'il faut. C'est changer un petit peu son alimentation. Il ne faut pas tout changer, parce que les habitudes, c'est très difficile. Les habitudes humaines, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus dur à changer. C'est pour ça que vous faites une méthode sur 8 semaines. Sur 8 semaines. Pour changer déjà... une phase d'attaque, parce que pendant 8 semaines, on peut encore se concentrer. On sait qu'au bout de 8 semaines, on dit, allez, ça suffit. Voilà. Donc, 8 semaines. Et puis surtout, c'est l'exercice physique. Voilà. L'homme, il a à peu près 80% de ce qu'on appelle la masse maigre, c'est-à-dire les organes et les muscles. Si vous avez 80% dont vous ne vous servez pas de vos muscles, eh bien vos muscles vont devenir un handicap plutôt qu'un avantage. Les muscles, pourquoi je dis faire de l'exercice physique et mouiller la chemise ? Pourquoi il faut mouiller la chemise ? Je le mets dans ma méthode, parce que ma méthode, c'est vraiment une méthode pour que les gens retrouvent le plaisir et l'avantage de faire de l'exercice physique. Parce que quand vous faites de l'exercice physique, il y a un autre acteur dont on ne parle jamais dans le diabète. Parce que le diabète, on dit, c'est le pancréas qui fait plus d'insuline, ou plus assez. Mais il y a un autre, celui qui régule la glycémie, c'est pas le pancréas. Celui qui régule la glycémie, c'est le foie, bravo. Et le foie, lui, il devient gras avec le temps. Parce que on mange trop de sucre, on mange du gras. À un moment, on ne peut plus grossir. On a grossi, on a le ventre et tout. Il peut plus, et puis, il garde le gras chez lui. Et quand il garde le gras, vous savez, chaque petite cellule du foie, c'est une usine.
qui fait plusieurs centaines de transformations chimiques. C'est un organe absolument incroyable, le foie. Il stocke les vitamines, il synthétise les protéines, il fait la coagulation, il fait la bile, il fait un nombre de choses, mais absolument hallucinant. Donc cette petite cellule qui fait un nombre de choses hallucinantes, si au milieu, elle a des petits îlots de gras, je suis sûr qu'il y a des caristes qui nous écoutent. Un cariste avec son Fenwick. Si dans la travée du stockage, il y a des caisses qui ont été laissées par le collègue avant et qu'il n'a pas rangé, qu'il n'a pas remis et qu'il n'a pas gerbé là-haut, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le Fenwick, il va mettre beaucoup de temps à faire ça. Et parfois même, le type, il va dire « Ah ben moi, je ne peux pas accéder à la rangée F. » Donc, il ne fera pas le job. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le foie devient gras ? C'est qu'il y a des fonctions hépatiques qui ne vont plus être assurées ou mal assurées. Voilà. Et donc, pour ça, il faut faire de l'exercice. Pourquoi faire de l'exercice ? Je termine. Parce que la capacité qu'a le foie à métaboliser et à se détoxifier, elle est liée au débit de sang qui passe. Voilà, on va prendre vos appels dans un instant au standard au 01 53 48 3000. Je vous rappelle que le docteur Réginald Alouche est là à l'occasion de la publication de la nouvelle méthode anti-diabète. C'est son programme complet pour modifier vos habitudes en 8 semaines. L'éditeur, c'est Flammarion. Il y a une phase détox, une phase intensive, une phase progressive et une phase de maintien. Donc on va détailler ça tout à l'heure. Mais alors on a Safia qui vous attend, Doc, au standard. Safia, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Safia. Bonjour. Bonjour, du coup j'ai eu l'information là quand vous avez repris parce que j'étais en voiture. Oui. Et j'ai pris la conversation en fait en cours de route sur le prédiabète. Oui. Parce que moi en fait, si vous voulez, je suis en prédiabète également. Oui. Et je voulais avoir du coup la possibilité de savoir où est-ce qu'on pouvait avoir ce dont il parlait là, les 8 semaines. Ah, d'accord. Alors, écoutez, d'abord le prédiabète, on rappelle peut-être pour nos auditeurs ce que c'est. En fait, vous savez que la glycémie à jeun normal, glycémie, je rappelle, glucose, sucre, hématie, sang. Donc, c'est le taux de sucre dans le sang qu'on prend à jeun et qui doit être comprise entre 0,75 grammes par litre et 1,05 grammes par litre. Voilà, ça, c'est la normale. Entre 1,05 et 1,26, 1,26 grammes par litre pris à 2 fois 15 jours d'intervalle, c'est le diabète installé, le diabète de type 2, je précise. Et entre 1,06 et 1,25, donc l'intervalle entre les deux, c'est la zone grise qu'on appelle prédiabète. C'est là où le diabète commence et il va mettre 5, 10, 15 ans avant de s'installer. Donc on a du temps, c'est ça la bonne nouvelle. Et donc pour ça... Donc c'est le diabète de type 1. Non, c'est le prédiabète, c'est presque le diabète de type 0 à la limite. C'est-à-dire que c'est là où il se prépare à rentrer. Le diabète de type 1, ça vient tout de suite, je le précise, c'est un diabète qui touche en général plutôt les adolescents, les enfants, les nourrissons, qui est une maladie auto-immune. J'explique ce que ça veut dire. Ce sont des enfants qui font une infection qui est parfois banale. Ils peuvent avoir une angine, un rhume ou une diarrhée. Et à ce moment-là, ils vont faire des anticorps contre leur propre pancréas. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent leur pancréas comme un ennemi et ils détruisent leur pancréas endocrine et ils vont être obligés de s'injecter tous les jours 3 ou 4 injections d'insuline. Ça, c'est le diabète de type 1. Ça touche 10% de tous les diabétiques. Dans le monde, de ce qu'on sait, parce qu'il y a des gens qui sont diabétiques qui ne le savent pas parce qu'il n'y a pas de symptômes, il y a à peu près 500 millions de diabétiques. C'est 10% de ces 500 millions. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui, pour des raisons que l'on ignore, puisque comme c'est une maladie auto-immune, il y a un fort potentiel génétique, elle évolue de plus 4,5% par an. En plus, en France, c'est les chiffres de la Société francophone du diabète. Donc, ce sont des chiffres officiels de cette docte maison et qui dit qu'il y en a plus 4,5% tous les ans. Donc, ça, c'est le diabète de type 1. C'est essentiellement une maladie de l'enfance et de l'adolescence. Cela étant, je le dis aussi à nos auditeurs, il y a aujourd'hui des diagnostics de diabète de type 1 tardif. C'est ce qu'on appelle le diabète LADA, Late Adult Diabetes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un type 1 qui apparaît tardivement, après 40 ans, après 45 ans. Pour ça, il faut juste mesurer des anticorps qui apparaissent. Et de toute façon, je les rassure, le traitement, c'est comme le diabète de type 2, celui dont on parle aujourd'hui. C'est quoi le diabète de type 2 ? C'est d'abord un facteur génétique. Si vous avez un ou deux parents
qui ont déjà un diabète de type 2, vous avez plus de risques d'avoir un diabète de type 2. Si, madame, vous avez eu dans vos grossesses ce qu'on appelle le diabète de grossesse, le diabète gestationnel, vous avez à 10 ans plus de risques d'avoir un diabète de type 2. Je pense que c'est ça dont vous voulez parler. Et ensuite, il y a ce diabète de type 2 va toucher plutôt les gens après 45 ans, après 50 ans, mais avec une phase de prédiabète. Et c'est à la phase de prédiabète où il faut faire un point d'arrêt, il faut mettre votre organisme un peu au repos, à la fois le foie et le pancréas. C'est pour ça que je propose cette phase dans mon livre d'attaque de 8 semaines, où en fait on va retrouver d'autres habitudes alimentaires. L'effort il est que sur 8 semaines, et après on va réintroduire les féculents, les légumineuses, le fromage. C'est une période où on va réapprendre à manger sainement, et où on va aussi commencer l'exercice physique, parce que là j'insiste là-dessus, vraiment j'insiste. À partir de 40 ans, 45 ans, l'exercice physique n'est plus optionnel. C'est une nécessité absolue. Surtout dans nos vies, on est tous des citadins. Ça fait longtemps que nous ne sommes plus des agriculteurs, qu'on ne se lève pas le matin tôt pour aller chercher l'eau à 8 km et s'occuper du cheptel, des brebis et des vaches. On est tous en ville, on est tous urbains. Et dans nos villes, on a pensé à tout, aux ascenseurs, aux transports en commun. On n'a pas pensé à nos muscles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous, et en plus, nos jeunes commandent à manger, font pas leurs courses, font pas la cuisine. On est devenus en fait des objets de consommation. On est devant la télé, devant les ordinateurs, et on a oublié de fonctionner. Et malheureusement, je tiens à le dire, nous sommes les enfants des survivants. On a passé notre temps à courir, à travailler, à faire marcher nos muscles, et tous nos gènes sont faits pour garder les calories. Pourquoi ? Parce que ceux qui n'ont pas gardé les calories il y a quelques siècles, ils n'ont pas eu de descendance. Ils ne pouvaient pas donner de descendance. Et je veux déculpabiliser aujourd'hui les femmes, les mères de famille qui ont pris du poids. Elles ont été bénies par la nature. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a 2 siècles, c'est ces femmes-là qui avaient des descendants, parce qu'il pouvait y avoir des famines, mais elles pouvaient garder les calories. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes, elles sont confrontées à cette génétique qui est bonne, face à une offre pléthorique d'aliments, et c'est là que devient, dans une urbanisation, on ne bouge plus. Safia, comment vous savez que vous êtes prédiabétique ? Parce que je me sentais pas bien une période, et puis j'ai fait des analyses, j'ai demandé à mon médecin traitant de me faire des analyses. Oui. Et puis au final, donc, on a découvert que j'avais du diabète, donc là je suis sous metformine. Oui. Et vous êtes à combien ? Je peux vous demander 2 choses. La première, oui. Combien de glycémie à jeun vous avez, et surtout, est-ce que vous avez mesuré ce qu'on appelle l'HbA1c, l'hémoglobine glyquée ? Là, je serais incapable de vous le dire, parce que ça remonte, là je suis en traitement, je devrais refaire une autre prise de sang dans peu de temps. Oui. Après, vous avez combien de glycémie, Safia ? Vous avez combien de glycémie aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pourrais pas vous dire, je me pique pas, je prends juste des médicaments le soir. D'accord, donc prenez la metformine, qui est un excellent médicament, c'est la base, c'est un médicament qu'on connaît bien, qui est un médicament excellent, mais c'est bien, votre médecin traitant a bien fait son job, il vous a donné, il vous a traité. Surtout, il vaut mieux traiter tôt pour pouvoir ensuite diminuer les doses, que ne pas traiter et se retrouver obligé après de prendre des doses importantes. Après, ce que je trouve malheureux vraiment, c'est de ne pas être autant aiguillé, en fait, parce que moi, j'ai 36 ans, j'ai un enfant aussi, oui. Mais bon, je m'estime pas être vieille. Oui. Mais on n'a pas de renseignements, je trouve qu'on est livré à soi-même, on n'a pas de détails sur les choses, sur la maladie, est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle va pas partir, est-ce qu'on va vivre avec. Là, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose qui m'a un petit peu chagriné par rapport au vaisseau, donc tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Oui. Du coup, ouais, je trouve qu'on n'a pas du tout de renseignements sur la maladie en elle-même. Alors écoutez, je crois que, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, et c'est pour ça que je remercie Beurre FM de m'inviter, ce que je veux faire justement, c'est faire cette information pour que vous vous sentiez plus forte par rapport à cette maladie, parce que vous avez à la fois une force et un problème. Votre force, c'est que vous êtes jeune, madame. Vous êtes jeune, vous pouvez encore faire plein de choses pour éviter à la maladie de s'installer et de ronger votre organisme. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas laisser un diabète s'installer, parce que plus le diabète est ancien, et plus il aura la possibilité de continuer à faire son travail. Donc il faut vraiment que vous réagissiez, et il n'y a que 2 façons de réagir. Vous avez un médecin traitant qui vous a très bien traité, bravo. Maintenant, il faut que vous fassiez l'effort de lire, de vous renseigner, de suivre des conférences pour savoir quoi manger, et surtout, on sait aujourd'hui
que si on fait 150 minutes d'exercice physique où on mouille la chemise, eh bien on réduit les risques d'avoir des complications et un diabète. Même si on est diabétique. Même si on est diabétique. D'accord. Même pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. C'est pas pour faire du muscle. C'est qu'en fait, quand vous faites un exercice plutôt cardio, vous augmentez le débit cardiaque. Quand vous augmentez le débit cardiaque, pendant qu'on se parle, il y a 1,5 litre de sang qui passe par minute dans votre foie. Si vous faites du cardio, vous allez multiplier ce débit par 1, par 2, par 3, et le foie d'un homme ou d'une femme est capable de multiplier par 2, par 3 sa capacité à se détoxifier, à métaboliser. Donc en fait, le fait de faire de l'exercice, ça fait plusieurs choses. D'abord, ça permet de mieux métaboliser. Ça permet aussi de mieux vasculariser son cerveau. Vous savez aussi qu'on peut faire de l'hormone de croissance quand on fait de l'exercice. Quand on fait de l'hormone de croissance, on fait des neurones. Et il faut arrêter avec cette vieille... Même si on est âgé. Même si, oui, surtout si on est âgé. Les gens se disent, après 20 ans, on perd tant de neurones. Alors ça, cette étude, tout le monde la connaît, mais c'est pas vrai. Si vous faites de l'exercice, vous allez faire des neurones. Donc, en fait, il faut faire de l'exercice, non pas pour faire, bien sûr pour faire du muscle, parce qu'il n'y a que dans le muscle on brûle des calories, excusez-moi, on brûle dans 1 kilo de muscle, on brûle, 1 kilo de muscle brûle à l'arrêt, sans bouger, 30 calories par jour. Donc plus vous augmentez votre masse musculaire, plus vous allez augmenter ce qu'on appelle le métabolisme de base, qui va brûler des sucres et qui va faire en sorte que vous irez beaucoup mieux. Petit détail, que j'ajoute pour vous, Safia, c'est que on sait qu'il y a eu une publication en novembre 2020 du Centre de recherche du diabète à Strasbourg qui a été publiée dans Nature et qui montre que le triceps, c'est-à-dire le muscle que vous avez derrière le bras, ce muscle qu'on utilise très très peu, eh bien ne brûle que du sucre. Donc en fait, quand on fait par exemple des pompes, quand on nage, quand on fait des mouvements de boxe, quand on fait ce qu'on appelle les dips, vous savez qu'on soulève comme ça, eh bien on brûle des sucres. Et donc, je vous invite à utiliser votre triceps, c'est paradoxal, parce que moi, quand j'ai lu cette publication, enfin, quand on m'en en a parlé, je pensais que c'était une fake news. C'est tout à fait prouvé, publié dans Nature, c'est-à-dire la Rolls des publications. Et donc, vous avez un muscle qui est fait pour aider votre pancréas. Servez-vous-en. Safia, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Je suis tapée, mais je suis toujours là. Bon, on vous fait un gros bisou. Merci pour vos questions, Safia. Merci beaucoup en tout cas pour tous les renseignements. Merci infiniment. Et prenez soin de vous, Safia. Oui. Voilà, on en reparlera, on va en parler longtemps de votre nouveau livre, Dr Réginald Lalouche. Donc c'est la nouvelle méthode anti-diabète. C'est votre programme complet pour modifier nos habitudes en 8 semaines aux éditions Flammarion. Dans l'état actuel des chiffres qu'on a, est-ce qu'on connaît le pourcentage des personnes qui sont prédiabétiques qui deviennent diabétiques? Est-ce que ça c'est étudié? Est-ce que c'est des chiffres qu'on mesure? Les chiffres statistiques qui sont quand même des chiffres assez anciens, 70% des prédiabétiques deviennent diabétiques dans les 10 ans. En gros, 15% par an. Oui. Voilà. Et les chiffres mondiaux sont assez inquiétants. Parce que, par exemple, aux États-Unis, il y a à peu près 87 millions de prédiabétiques. Donc, un adulte sur 3. En Chine, il y a chiffre officiel 493 millions de prédiabétiques, donc un adulte sur 2. En Inde, on pense qu'il n'y a pas de chiffre officiel. On pense que c'est à peu près la même chose que la Chine. Et dans le monde arabe, surtout dans les pays où il y a des statistiques, par exemple Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, on est à peu près, tout compris, à 79 millions. Donc en fait, il y a vraiment là une marque, et je pense que c'est une épidémie silencieuse. L'OMS la considère comme ça, en dehors de tout contrôle. Épidémie mondiale. Voilà, épidémie mondiale. Donc il faut vraiment, et c'est pour ça que moi je me situe en amont, avec mes petits moyens. Ce que je veux, c'est alerter. Je vais peut-être organiser même un cycle de conférences pour donner des armes aux gens. Parce que aujourd'hui, le corps médical, il fait son job. Mais lui, le corps médical en France, il est sur le soin. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes malade. Sur le care. Parce que le système de santé, il est basé là-dessus chez nous. Et c'est difficile pour des médecins qui sont rares aujourd'hui et qui sont surbookés. Vous savez, une consultation de prévention, c'est 1 heure. Ça ne peut pas être la moyenne de 12 à 15 minutes. C'est impossible. Donc, il y a un vrai problème de prévention dans notre pays. On a réussi... La prévention, par exemple, du cancer colorectal. Aujourd'hui, il n'y a que 30% des Français qui prennent le kit, vous savez, le kit bleu que vous pouvez avoir à partir de 50 ans, tous les 2 ans, pour faire la prévention. Donc, on n'a pas encore cette mentalité. On est surtout sur, quand je serai malade, je prends un traitement.
Et je pense qu'il faut tout faire pour éviter de tomber malade. Quand on regarde la Covid, tout le monde est allé se faire titiller le nez. Oui. Je dis pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens ont pris cette habitude d'aller se faire titiller le nez pour savoir s'ils étaient Covid plus ou pas. Donc ça dépend. Le cancer colorectal, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais c'est quand même un cancer qui tue. Alors c'est Karim qui est avec nous au standard au 01 53 48 3000. Karim, bienvenue. Oui, allô ? Oui, Karim. Par contre, enlevez le haut-parleur si vous l'avez, Karim. Oui, bonjour Karim. Attendez, je vais enlever le haut-parleur. Ou le kit main libre, faites ce que vous voulez, mais comme ça on va pouvoir profiter pleinement de votre voix. Allô ? Voilà. Oui, on vous entend. Alors, on vous écoute, Karim. Karim, le temps passe. Voilà. Je voudrais partager mon expérience. Moi, j'ai été diabétique il y a 2 ans. Oui. Vous avez été diabétique. Ou détecté. Ou dépisté. J'ai été dépisté diabétique. En fait, j'avais perdu la vue. Ah oui. Donc, je suis parti à l'hôpital. On m'a testé. J'étais à 6 grammes 3 ou 6 grammes 4. Oui. Ce qui est énorme. Je sais. Et en molécules glyquées, j'étais à 15,7. Ah oui, ça c'est franchement... Et vous n'avez rien senti, Karim, c'est intéressant pour tous les auditeurs. Vous n'aviez pas de symptômes ? Ah non, j'avais rien. Pourtant, je faisais du sport. Je suis pas obèse. J'avais pas de surpoids ni rien. Oui. Du coup, j'ai fait de l'insuline pendant 1 mois. Oui. Et j'ai arrêté la totalité du traitement. Oui. J'ai commencé à manger que des légumes et du blanc de poulet et des fruits. Oui. Donc j'ai arrêté la totalité du sucre et courir entre 10 et 14 km par jour. Oui. Et aujourd'hui, pour l'instant, je suis stable. Oui. Vous êtes à combien d'hémoglobine glyquée aujourd'hui ? Franchement, ça fait longtemps que je ne me suis pas testé. Oui, donc mais, vous allez bien. Quand je me pique le matin, je tourne aux environs de 90, 1,10, 1,20, ça dépend des jours. D'accord. Vous avez quel âge, Karim ? Là, actuellement ? Oui, quel âge avez-vous ? 37 ans. Quel âge ? 37 ans. 37 ans, d'accord. Donc vous avez l'avantage d'être jeune, donc il y a une certaine plastique de votre organisme pour ça. Il y a du diabète dans votre famille ? Papa diabétique, maman diabétique et tout le côté de papa qui est diabétique. Voilà, donc ça fait 50% de risque d'avoir un diabète. Il faut savoir que quand on a 2 parents et une fratrie qui est diabétique, on a 50% de risque d'être diabétique, donc il faut se dépister. Mais vous avez fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que vous avez mis votre foie et votre pancréas au repos, et vous avez... mais c'est presque historique votre histoire, parce que franchement, vous revenez de très loin. On relève de l'urgence médicale, non, avec des chiffres pareils. Oui, avec des chiffres pareils, ça peut être le coma acidocétosique. C'est ça qui mais là, quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont dit c'est un record. Ils m'ont dit vous êtes à la limite de la mort. Ah oui, mais c'est pour ça. Oui, non, mais c'est incroyable. Bravo, vous avez été protégé, Karim. Ouais. Donc, vous pouvez remercier. Et donc, là, c'est vraiment un cas typique. Il faut faire une surveillance. D'ailleurs, souvent, les personnes qui font un crédit, par exemple, leur assurance leur demande de faire une glycémie. Et c'est au décours de ce prêt qu'on demande pour une maison, pour une voiture, qu'on découvre qu'on a. Donc, ce que je conseille aujourd'hui, c'est après 30 ans, faites une glycémie à jeun tous les ans, 1 fois par an. Demandez à votre médecin, il le fera avec plaisir et ça permettra de dépister éventuellement si vous avez un problème de glycémie à jeun. Il y a une très bonne vidéo du docteur Alouche sur la chaîne YouTube de Beurre FM qui vous explique comment vous pouvez prendre votre glycémie. Merci Karim. Malika Karim est avec nous au 01 53 48 3000. Malika, bienvenue. Bonjour. Bonjour Malika. Pareil que Karim, si vous voulez bien enlever votre haut-parleur. Enfin, le haut-parleur de votre téléphone, bien sûr. Je vais l'enlever, oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde et merci pour votre émission. Franchement, tout le temps je l'écoute quand je vais au travail. Je voulais dire ça et je voulais juste une petite question au docteur. Oui. J'ai 55 ans. Oui. Et avec mon 4e enfant, j'avais 38 ans, j'avais un diabète de grossesse. Oui. Et là, après, il y a 5 ans, le docteur il m'a dit que j'ai le diabète de type 2. Oui. Oui. Et avant, ça allait. J'ai le matin 1 gramme. Après, il m'a donné Janovia et Gimicléride. Oui. Là,
là, les derniers temps, j'avais des petits soucis. J'avais un accident de travail. Je suis restée à la maison presque 1 an. J'ai pris du poids et mon diabète a augmenté. D'accord. Vous avez les chiffres de l'hémoglobine glyquée ? Oui, j'avais 7,5. 7,50. Oui, 7,50. Oui, l'hémoglobine glyquée, pour nos auditeurs, se met en pourcentage. Hein? Oui, 7,5. Celui qu'on fait chaque 3 mois. Voilà. Et là, à ce moment, le matin, avant, j'avais 1,40 g, 1,50 g. Et là, il a augmenté depuis que j'ai eu mon accident, depuis que j'ai des soucis de travail, en plus, j'avais la thyroïde et l'hyper, apparemment, ça fait des effets, l'anxiété, machin. Et du coup, ça a augmenté. Maintenant, le matin, quand je me lève, à peu près 1,65 g, 1,72 g. Alors, Malika, ce que je voudrais vous dire, c'est que... Est-ce que je peux me rattraper ? Alors, attendez, le rattrapage, vous pouvez toujours. C'est justement ce que je veux vous dire. D'abord, ce que je tiens à dire, c'est que les conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est des conseils, mais d'abord, il faut toujours demander à votre médecin traitant, parce qu'il n'y a que lui qui vous connaît. Moi, je peux vous donner des indications et des aides, mais il faut toujours... C'est pas une consultation téléphonique, parce que votre médecin, c'est lui le patron dans cette affaire. Ceci étant, sachez que vous avez eu cet accident de travail, et quand on a un accident comme ça qui vous arrête en plein vol, si j'ose dire, à ce moment-là, on commence à faire une petite dépression, une petite anxiété, et il faut dire que le diabète de type 2 est aussi un facteur d'anxiété. C'est très anxiogène. Et donc, ce que je vous conseille, c'est, si vous pouvez faire de l'exercice, alors même si vous avez mal au dos, par exemple, il y a des gens qui ont mal au dos, 55 ans, ils ont mal au dos, ils ont beaucoup travaillé, ils ont mal aux genoux, vous pouvez faire des mouvements, aller dans les salles de sport. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai investissement. Aujourd'hui, les gens, les entraîneurs, les coachs que vous avez dans les salles de sport sont des gens extrêmement bien formés. C'est plus ce qu'il y avait il y a 30 ans. Aujourd'hui, les jeunes coachs, ils ont été formés, ils connaissent. Vous allez le voir et vous dites, vous allez la voir, vous dites voilà, j'ai un diabète de type 2, j'ai pris du poids, je dois perdre mon ventre, parce que n'oubliez pas que ce qui est très important, plus que le poids, c'est le tour de taille. On sait aujourd'hui qu'un tour de taille supérieur à 100 cm pour un homme et au-dessus de 88-90 pour une femme, eh bien c'est péjoratif, parce que l'inflammation liée au diabète, elle est dans cette graisse qu'on appelle la graisse mentale, la graisse abdominale. Et donc, il faut vraiment que vous perdiez ça. Et pour perdre ça, on n'est pas obligé de faire du sport de compétition. Ce qu'il faut, c'est 2-3 fois par semaine, puisque vous êtes en arrêt de travail, aller à la salle et commencer ce travail-là. Vous allez voir, vous serez impressionné par les glycémies que vous aurez le matin, parce que ça va faire repartir votre foie, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il va commencer à avoir plus de sang. Le foie, aujourd'hui, chez tous les gens autour de vous et vous-même, il a 300% de capacité. C'est-à-dire qu'il est capable de... c'est comme s'il avait 3 organismes, il peut traiter 3 organismes en même temps. Donc, vous avez largement la possibilité, si vous faites de l'exercice et vous augmentez votre débit cardiaque, de faire que votre foie, parce que c'est lui qui régule la glycémie. C'est lui qui, le matin, va définir la glycémie. Et je donne un conseil, je profite de votre question, Malika, et je vous en remercie. Tous les gens qui se lèvent le matin et qui ont 1,15 g, 1,20 g, mais qui sont normaux, qui le reste, l'hémoglobine glyquée, qui mesure 3 mois de moyenne de glycémie, est normal, c'est un signal. Ça veut dire que votre foie commence à devenir insulino-résistant. Il n'entend plus les signaux qui viennent du pancréas. Vous savez, notre organisme, c'est plusieurs organes qui se parlent. Le pancréas, il parle au foie. Les muscles, ils parlent aux adipocytes. Le cerveau dirige tout ça. C'est pas un monolithe. C'est plusieurs organes qui se parlent entre eux, parce que dans l'évolution, pour arriver à l'homme aujourd'hui, il y a eu des évolutions d'organes, et aujourd'hui, il y a un vrai langage entre les organes. Et donc, si votre foie a 1 gramme, si le matin vous êtes à 1,10 g, 1,20 g, c'est un signal qu'il faut entendre. Votre organisme, il vous envoie des signaux. Malheureusement pour le diabète, il n'y a pas de signaux clairs. Il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de... Voilà. Il y a une augmentation de la glycémie, il faut aller la chercher. Et aujourd'hui, allez voir votre médecin, demandez-lui un bilan avec une glycémie, une hémoglobine glyquée, 1 fois par an. C'est pas ça qui va faire le trou de la Sécu, parce que l'avantage pour la sécurité sociale, c'est que plus on le prend tôt, moins on aura de traitement, donc moins on coûtera à la collectivité. En tout cas, pour répondre à votre question, le docteur a dit oui. Voilà. N'hésitez pas, Malika. Ça peut s'améliorer. Allez-y. Mais il faut faire un peu profiter de l'été. Et vous savez, un petit facteur, c'est que vous avez 4 enfants. Et ces 4 enfants, s'ils voient leur maman prendre le sac et aller faire de l'exercice, plus tard, ils feront de l'exercice.
D'accord ? C'est comme ça. Et je le dis aussi aux mamans et aux grands-mamans et aux grands-pères. S'ils voient les petits-enfants, ils voient les parents ou les grands-parents faire de l'exercice, ils feront de l'exercice parce que tout est par l'exemple. Hein. Et donc, il faut être l'exemple. Voilà, même à 55 ans, on vous fait un Surtout gros bisou. Malika. Voilà, continuez à nous écouter. Bravo Malika, à bientôt. Bon, vous serez là tous les jeudis du mois de juin, docteur Alouche. On va parler du microbiote la semaine prochaine. Voilà. Parce que c'est la grande... Oui, c'est la grande mode, la flore. J'appelle ça la flore, moi. La flore. Oui, j'aime bien, ça fait un petit la flore intestinale, bucolique. À l'ancienne. Oui, parce qu'en fait, c'est un écosystème. C'est de l'écologie. Quand on parle d'écologie... Et on verra le lien qu'il y a entre, justement, notre flore intestinale et le diabète. Voilà. Il y a des expériences qui ont été faites. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir. Montrez-le à la caméra, docteur Alouche. C'est la nouvelle méthode anti-diabète. Votre programme complet pour modifier nos habitudes en 8 semaines. L'éditeur, c'est Flammarion. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous voyez l'émission sur notre chaîne YouTube. Merci Philippe. Merci docteur Alouche et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.